le premier live du mois de mai. On a eu un gros retard, un souci. Un souci, c'est pas lié à la technique, mais on était sur le point de démarrer le live. Et puis, tout le dispositif a été bousillé. On ne sait pas trop comment. Vous savez que généralement, on est très à l'heure. Moi, je suis quelqu'un qui aime la ponctualité. Et donc, on était sur le point de démarrer le live à 10 minutes avant. Et puis, tout le dispositif est tombé. Et puis, on n'avait plus accès au studio, puisque c'est un studio numérique qu'on utilise. Les techniciens ne peuvent plus rien manipuler. Tout est retombé. Et là, on a essayé de faire des gymnastiques. On n'a pas toute la main parce que les autres techniciens ne sont pas encore au studio. Et je ne pouvais pas lancer le live aussi seulement sur TikTok parce qu'il faut projeter des images, ceux qui sont sur YouTube et tout ça. On a essayé de reprendre un peu la main, mais ce n'est pas évident. On a dû réveiller un technicien de cette application-là du côté des États-Unis pour nous guider, mais on n'a pas toute la main. Donc, s'il y a des manquements pendant l'émission, il faut pas nous tenir rigueur. S'il y a des manquements au cours de l'émission, il ne faut pas nous en tenir rigueur. Il y a des gens qui du côté de Lomé là-bas, qui veulent notre peau. Ils sont en train de planifier des scénarios ou des scénarios, comme vous le dites, pour avoir notre peau. Peut-être que c'est eux qui ont lancé une attaque numérique. On n'en sait rien. Je reviendrai sur ce cas tout à l'heure quand on sera vers la pause. Et donc, le live d'aujourd'hui, on a déjà connu 30-35 minutes de retard. On va aller rapidement. Merci à Sassoukoudou pour la chanson d'entrée. Pour ce live-là, on va revenir sur le concours que nous avons, dont nous avons parlé la dernière fois, et on avait disserté autour de ce concours-là de quelques anomalies autour de ce concours-là. On a projeté quelques images des candidats. Il y a eu 2 candidats qui ont apporté des rectifications pour préciser que effectivement ils ont passé ce concours-là, mais pas à Lomé, mais à l'intérieur du pays. Voilà, il y avait les 3 candidats qu'on avait doigtés. Il y a 2 qui ont réagi. Il est important que nous rétablissons les faits. Et donc, il y a deux qui ont réagi parmi les 3 pour dire qu'ils ont effectivement passé le concours, mais à l'intérieur du pays, si on peut voir ce qu'ils ont envoyé comme justificatif au niveau de la technique. Voilà, il y a un, je pense que le nom c'est... je ne vois pas bien le nom. Je pense que c'était le 3e. Voilà son nom. Effectivement, qu'il a passé le concours. Voilà, c'est Monsieur Bakpazim. Voilà. Donc, qu'il a passé le concours. Voilà. Donc, on tient à rectifier tout ça pour que tout le monde soit quitte. Voilà. Donc, il a passé le concours, mais à l'intérieur du pays. Tout à fait. Et puis, une deuxième personne aussi, qui a aussi envoyé aussi un élément qu'on doit projeter aussi. Qu'on doit projeter. Il y a la deuxième personne. Et si vous permettez, la technique... ne nous tenez pas rigueur, hein. On va aller mollo parce que c'est très compliqué aujourd'hui avec ce qui vient de se passer. On a perdu totalement la main. J'ai au moins 4 techniciens qui m'accompagnent dans le live, mais là, eux-mêmes, ils ont été surpris par la virulence même de ce qui s'est passé. Oui, on peut passer à la deuxième fiche du côté de la technique. Il y a une deuxième personne, deuxième fiche aussi. Oui, il y a une deuxième fiche. Ouais, ok, il y a une deuxième fiche aussi qui a été envoyée, seulement avec les difficultés de la technique. Ça va être un peu compliqué. Peut-être qu'on le projettera au niveau de l'autre aspect. Voilà, donc on tenait à rectifier tout ça et puis à dire à nos amis qui ont envoyé les rectificatifs de présenter nos excuses. Voilà, donc ça arrive parfois et donc je pense que l'incident là est clos.
Voilà. Et on va parler, on va aller en haute mer, pour parler des navires fantômes. Vous savez, le Togo est toujours cité dans les activités un peu fantomatiques, là, les activités criminelles sur le plan international. Nous avons cédé nos pavillons à plusieurs groupes d'individus peu recommandables, hein, le pavillon togolais, qui se servent de ce pavillon pour mener des activités peu recommandables, trafic de drogue, trafic de migrants, trafic d'armes, trafic de pétrole, bateaux sous sanctions internationales. Et donc, hier, il y a un bateau togolais qui est battant pavillon togolais, hein, c'est important les mots, battant pavillon togolais, qui s'appelle Eureka, qui a été saisi par des rebelles yéménites au large dans le golfe d'Aden. Et ce bateau-là est un bateau fantôme, hein, battant pavillon togolais, qui acheminait des produits raffinés et qui a été arraisonné, qui a été pris comment c'est ça, qui a été piraté, qui a été arrêté par des pirates et qui a été drainé vers les côtes somaliennes. Donc, c'est une actualité qui est sur notre site Internet. Et cela pose encore le problème des activités criminelles dans lesquelles on cite toujours le Togo. Et vous savez que à la direction maritime là-bas, ils ont vendu le pavillon togolais à plusieurs armateurs, des gens qui ne se souviennent même plus de quel pays qu'on appelle le Togo, et c'est la Grèce. Ils ont délocalisé ce business-là en Grèce, et c'est une société en Grèce à qui ils ont sous-traité la vente des pavillons togolais. Les Togolais prennent juste leur part d'argent et puis ils laissent les bateaux faire n'importe quoi en haute mer. J'ai une base de données dans laquelle il y a tous les bateaux battant pavillon togolais. Il y a une longue base de données, je l'ai même parcouru il y a quelques jours, et vous retrouverez dans cette base de données toutes les autorisations que le Togo a accordées à des gens, à des individus peu recommandables pour utiliser le pavillon togolais à des fins, à des activités peu recommandables. Donc, c'était hier que ça s'est passé. Donc, vous pouvez lire l'article sur notre site internet www.l'alternative.info. Alors, comme nous sommes en retard, on va aller très vite. On va retourner au Mali. Avant de revenir au Togo. Alors, pour le cas du Mali, je vais aller très posément pour le cas du Mali, parce que le cas du Mali a des liens avec le Togo. Et il faut qu'on en parle. Et vous savez, vous connaissez ma position par rapport à ces histoires-là, les coups d'État, tout ce qui se passe dans la région. Vous connaissez depuis longtemps ma position, elle n'a pas changé. Et je ne suis pas un journaliste qui suit la foule, je suis un journaliste qui fait des analyses à partir des éléments factuels. Alors, la semaine dernière, nous étions ici quand il y a eu cette attaque-là des barbus ou des djihadistes au Mali. Et après, il nous a été annoncé l'assassinat du ministre de la Défense, donc M. Sadio Kamara. Maintenant que les émotions sont passées, on est sorti de ce brouhaha, ce déferlement d'informations de plusieurs canaux. Le temps est à la réflexion pour que on comprenne qu'est-ce qui s'est réellement passé. Hier, j'étais dans un live, le live de nos deux jeunes frères d'Itri, et on faisait des hypothèses. Chacun essayait de dérouler des hypothèses par rapport à l'assassinat de ce ministre-là, qui est le ministre de la Défense. Alors, la première hypothèse, que tout individu lucide, intelligent, et actuellement, tous les Maliens, la plupart des Maliens sont en train aussi de dérouler les hypothèses. La plupart des autorités maliennes vivent à Kati. Ils ne vivent pas à Bamako, ils vivent à Kati. Kati, c'est 15 ou 20 km de Bamako. C'est leur quartier général. C'est une forteresse parce que c'est un pays en guerre. Eux tous vivent là-bas avec leurs épouses, leurs amis, les officiers. Eux tous vivent là-bas. Et c'est une forteresse qu'on peut dire imprenable. Parce que quand vous êtes dans un pays en guerre,
et que vous-même, votre vie peut être menacée à tout moment, vous savez prévenir les attaques. Donc, la plupart des officiers qui sont au niveau du Mali, ils vivent à Kati. Kati qui est une forteresse. Le mot a un sens. C'est une forteresse. C'est-à-dire, c'est un endroit hyper sécurisé avec des checkpoints, avec un dispositif militaire assez impressionnant, beaucoup d'armes, des chars d'assaut qui sont dans les rues, des troussettes qui sont positionnées sur les types et tout ça. Donc, c'est un dispositif impressionnant. Alors, la première question qu'on doit se poser, est-ce qu'il y a eu une attaque djihadiste sur Kati? Oui, il y a eu une attaque. Mais comment se fait-il que, malgré le dispositif sécuritaire, malgré malgré le dispositif sécuritaire, malgré cette forteresse, le ministre de la Défense a été aussi facilement tué? Est-ce que le ministre a été tué par un véhicule kamikaze ou bien les gens ont profité de l'attaque pour faire des règlements entre eux? Ce sont des hypothèses, des hypothèses de journalistes. On va arriver quelque part, vous allez comprendre pourquoi on pose ces hypothèses-là. Si c'est un véhicule kamikaze qui a été lancé contre le domicile du ministre, qui lui aussi habite autour d'autres barons, est-ce que le véhicule a franchi plusieurs barrières? Combien de barrières le véhicule a franchi avant d'aller atteindre le domicile du ministre? C'est aussi une autre question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a des caméras de surveillance dans la zone? Les djihadistes qui sont venus par dizaines ou par centaines, comme on l'a dit, ils ont traversé combien de localités pour arriver jusqu'à Kati? Qui a pu prévenir? Qui a pu donner l'alerte? Est-ce que les gens les ont vus venir? Parce que les djihadistes, ils avancent en moto. Kati, ce n'est pas une brousse, ce n'est pas une forêt où les gens se cachent dans la forêt et puis ils attaquent par surprise. Ils ont traversé des agglomérations jusqu'à venir attaquer le quartier général où vivent les militaires. Est-ce que quelqu'un les a vus venir? Si quelqu'un les a vus venir, est-ce qu'ils ont lancé une alerte? Pourquoi on pose ce genre de questions? On pose ce genre de questions parce que je vous avais dit ici que les militaires, quand ils font des coups d'État, après, ils se bagarrent entre eux. Ils se bagarrent entre eux, même les civils, c'est pareil, ils se bagarrent entre eux, et à un moment donné, il se passe des choses que personne ne maîtrise. Et justement, le ministre de la Défense qui est décédé, qui est le numéro 2 de ce groupe-là, parce que ceux qui dirigent le Mali, c'est 5 colonels, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça, l'expression, c'est une pentarchie. Genre, vous voyez, on a un triumvirat, on a un quartio, on a un duo. Là, c'est une pentarchie. Une pentarchie, c'est une expression grecque qui veut dire un système de gouvernance dont la souveraineté se trouve aux mains de 5 personnes. C'est une expression religieuse qui remonte, je pense, au VIe siècle avec l'empereur Justinien, est liée à l'Église. L'Église avec les 5 patriarcats, bon, ça, j'ouvre un peu la parenthèse pour ceux qui ont fait un peu l'histoire de la religion, pour les 5 patriarcats, vous pouvez vous renseigner. Donc, c'est une espèce de pentarchie, c'est-à-dire, c'est un système qui se repose sur 5 personnes, qui se trouve dans les mains de 5 personnes. Donc, il y a Assimi Goïta, qui est le premier patron. Il y a le ministre de la Défense, Sadio Camara, qui est le deuxième patron. Il y a le chef des renseignements, Modibo Koné, qui est le troisième patron. Et il y a le quatrième, il y a le cinquième. Donc, ils étaient les 5 colonels, et puis après, ils sont devenus les 5 généraux. Donc, c'est une pentarchie. Mais il s'est fait que dans la gouvernance, au niveau de ce groupe-là, il y a eu des dissensions entre le numéro 1 et le numéro 2. Et ces dissensions-là étaient liées à plusieurs facteurs. Et nous savons que le numéro 2, et c'est factuel, c'est l'architecte de l'arrivée de la Russie dans cette zone-là, parce qu'il a fait sa formation en Russie, il parle le russe, et c'est quelqu'un de très bien formé, et puis bon, c'est l'homme de confiance des Russes. Donc, c'est lui qui, par son intermédiaire, que les Russes sont venus au Mali à travers Wagner, et puis maintenant Africa Corps. Et ces Russes-là, ils sont à la fois sur le terrain en tant qu'instructeurs, mais ils sont aussi dans la sécurité rapprochée de Assimi Goïta, en tout cas quand ils étaient venus. Entre-temps, quand des dissensions sont apparues entre le numéro 1 et le numéro 2, le numéro 3
était du côté du numéro 1 contre le numéro 2. Donc, le numéro 3, c'est le chef des renseignements. Donc, au fil du temps, ils ont essayé d'affaiblir le numéro 2, donc Sadio Camara. Ils ont arrêté plusieurs de ses amis à travers des histoires de coups d'État. Donc, ils sont en prison. Les Dembélé, les Lema Sangara, tout ça, ce sont ces gars. Et on a créé une espèce de ministère de la défense parallèle, qu'on appelle le Conseil national de la défense à la présidence, où on prend les décisions. Et lui, il a commencé par protester. Et quand les dissensions ont commencé par s'installer, qu'est-ce qui s'est passé? On a sorti les Russes de la sécurité rapprochée de Assimi Goïta et ils sont allés chercher les Turcs avec Modibo Koné. Je pense qu'il y a les Togolais aussi en savent quelque chose. Donc, ils ont amené les Turcs pour mettre dans la sécurité rapprochée de Assimi Goïta et ils ont sorti les Russes qui sont, en tout cas, les gens de Sadio Camara. Donc, ça, c'est le numéro 3. Il semble qu'il est blessé, mais personne n'a aucune assurance. On dit qu'il est rentré chez lui. Et donc, et ça, c'est la première dissension. Donc, on a fait venir les Turcs et l'autre n'était pas très content que les Turcs soient arrivés parce qu'il est pro-russe. Et donc, on a éloigné les Russes de la sécurité rapprochée d'Assimi Goïta. Ensuite, il y a eu des problèmes au niveau même de la gestion du pays. Il y a une dame qui était au cœur aussi des malentendus entre eux, cette dame qui est partie de rien du tout, qui est très, très, très proche de Assimi Goïta, vous comprenez ce que je veux dire, qui est sortie de nulle part et qui a commencé par avoir des pouvoirs très, très importants, notamment les mines d'or, la vente de l'or à Dubaï, en passant par la Turquie et tout ça. Et cette dame a commencé par devenir une personne centrale dans les commandes d'armes, ce qui agaçait le ministre de la Défense, qui se dit, mais cette dame ne connaît rien des armes, pourquoi c'est elle qui doit être au cœur de tout le dispositif sécuritaire, aller commander des armes, tout ça. C'est factuel, vous pouvez aller vérifier ça au niveau de tous les confrères du Mali. C'est factuel, c'est des informations qui étaient sur la place publique depuis. Et donc cette dame-là, qui s'appelle Bachouli Niane, qui, avant le coup d'État, n'était pas connue, assez connue au Mali, elle n'était personne, elle était mariée à un type avant, après elle a quitté le monsieur et elle s'est rapprochée des officiers. Et je vais vous montrer comment cette dame a évolué. Avant que les militaires n'arrivent, si on peut voir l'autre photo de la dame, ça c'est cette dame, c'est sa photo actuelle, et ça c'est la dame. Et ce qu'elle était avant, et ce qu'elle était avant, et ce qu'elle est devenue après quand les militaires sont arrivés au pouvoir, quand elle s'est rapprochée des militaires. Donc, ça, c'est l'évolution corporelle de la dame, donc que vous voyez à l'écran. Et donc, cette dame était au cœur aussi des dissensions qui s'installaient entre eux au niveau des officiers là-bas au Mali. Et donc, alors, comment se fait-il que dans cette attaque-là, telle qu'on l'a décrite d'envergure, c'est le ministre de la Défense qui était plus ou moins en bisbille avec le numéro 1, qui meurt subitement. Comment se fait-il que c'est lui? Comment se fait-il que c'est lui qui meurt? Et puis quand on dit qu'il a été sauté par, sa maison a été sautée par une voiture kamikaze, en termes d'enquête et tout ça, personne n'a vu, c'est pas une carcasse de voiture, les lieux n'ont pas été sécurisés, il n'y a pas eu une police scientifique qui a collecté des éléments qui servent à faire une enquête. Tout ça constitue plus ou moins quelque chose d'assez flou qui s'est passé avec la mort de ce monsieur-là. Alors, au niveau des Maliens lucides, les gens ont commencé par émettre des hypothèses. Et quand vous vous retrouvez à la tête d'un pays avec 5 personnes qui commandent, à un moment donné, il y a des intérêts, il y a des clans, il y a des gens qui essaient de se piétiner et le pire peut arriver. Alors, au Togo, dans les années 93, il y a eu une attaque du camp RIT par des gens qui sont venus du Ghana et qui ont réussi à contourner le dispositif de sécurité pour attaquer le RIT. Mais quand ces gens ont attaqué le RIT, après, il y a eu plusieurs officiers qui ont été tués, dont Amei, Tépé, Akpo, tout ça là.
Et quand vous approchez les militaires togolais, il y a des gens qui vous diront, effectivement, il y a eu une attaque, mais on a l'impression qu'on en a profité pour liquider quelques officiers qui, à un moment donné, il y a des gens n'en voulaient plus. Et donc, ces gens-là, leur mort a été mis sous le dos des assaillants qui sont venus de l'extérieur. C'est un mode opératoire qu'on connaît. Maintenant, là où c'est intéressant, pourquoi j'en parle et c'est intéressant, et c'est cette partie que je voulais développer. On a entendu beaucoup de choses, mais on n'a pas trop entendu le Togo. Mais je m'en vais poser une question aux autorités togolaises. Est-ce qu'à l'heure où je vous parle, nous avons des troupes au Mali? Est-ce qu'à l'heure où je parle, est-ce que le Togo a des troupes au Mali? Dans l'entourage immédiat d'Assimi Goïta. Est-ce qu'à l'heure où nous faisons cette émission-là, est-ce que le Togo a quelques soldats au Mali? À l'heure où nous parlons, est-ce qu'on a des soldats au Mali? Et si on a des soldats au Mali, c'est des hypothèses, c'est des questions que je pose. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font au Mali? Est-ce qu'il y a un accord militaire qui lie le Togo et le gouvernement malien? Et s'il y a des soldats togolais qui sont dans l'entourage immédiat de Assimi Goïta avec les Turcs, qu'est-ce qu'ils font au Mali? Ils font de la formation ou bien ils font dans la garde rapprochée du premier responsable du Mali? Où se trouve à l'heure actuelle le lieutenant-colonel Tchamien, Sommier, dit Eyadema? C'était le patron du GILAT. Le GILAT, c'est le groupe d'intervention léger antiterroriste qui est logé à l'aéroport. Il est où actuellement? Il est en mission où? Est-ce qu'on peut clarifier l'opinion? Il est en mission où? Et tout le monde connaît la carrière de cet officier-là. Son père était majordome de Yadema. Il a fait les Fofat, il était avec Pacha, il a balancé Pacha, et puis après, on lui a fait la promotion. Il est devenu le patron des Gilat. Ils ont participé à réprimer les gens à Lomé pendant les manifestations. Il est connu pour être quelqu'un de très, 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 très répressif, sanguinaire. Et après, il a un peu disparu. Mais il est où actuellement? Est-ce qu'il est au Mali? C'est des questions que je pose. S'il est au Mali avec quelques soldats de son unité, l'unité antiterroriste, ils font quoi là-bas? Dans la garde rapprochée d'Assimi Goïta, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ce sont des questions que je laisse à l'appréciation de tous les Togolais. Ceux qui savent aller chercher les informations. Au Togo, c'est un petit pays. Beaucoup de gens ont de la famille dans l'armée. Vous pouvez aller faire vos propres recherches, faire vos recoupements, interroger vos frères et sœurs, vos familles, vos amis, pour savoir si vous avez des frères qui sont dans l'armée et qui sont actuellement en mission quelque part. Donc, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, mais je vous donne des clés pour que vous puissiez faire une analyse dépassionnée de la situation et comprendre les enjeux de ce qui est en train de se passer actuellement là-bas. Donc, je suis parti de ces bisbilles entre ces officiers-là, avec la mort assez bizarre du ministre de la Défense, pour arriver à cette histoire de concurrence entre Russes et Turcs. Les mercenaires turcs, c'est la version Wagner de la Turquie, et ils appartiennent au groupe Sadat. Et nous avons déjà écrit des articles sur ce groupe-là sur notre site Internet. Si vous retournez sur notre site Internet, vous allez voir qu'on a écrit plusieurs articles sur ce groupe turc Sadat. C'est un groupe de mercenariat version Wagner turc. C'est eux qui sont au nord du Togo aussi en partie et qui aident nos autorités à contenir l'avancée des djihadistes. Et c'est une partie de ces groupes-là qui est aussi dans l'entourage aujourd'hui immédiat de Assimi Goïta comme sécurité rapprochée. Alors, est-ce qu'il y a des Togolais là-bas qui sont mélangés à eux? Est-ce que? Donc, chacun peut chercher. Il n'y a pas que nous qui devons apporter les informations. Chacun peut chercher pour voir si ce que je dis, il y a des faisceaux d'informations qui sont vraies ou qui sont faux. Donc, voilà
Je laisse la chose comme ça pour que chacun puisse aller chercher. Et dès que vous aurez des informations, cela vous amènera à faire vos analyses de façon lucide et dépassionnée. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Donc, on quitte le Mali